Mathieu Bablé est auteur-dessinateur de BD et membre du label 619, aux côtés de Run, Guillaume Singelin et Florent Maudoux notamment. Il s'est particulièrement fait connaître avec le succès de Shangri-La, un album grand format, très politique et très sensible paru en 2016 chez Ankama, puis avec Carbone et Silicium en 2020, qui semblait poursuivre ses thèmes principaux. Écologie, science-fiction politique, relations au vivant, sens de la vie, etc. Aujourd'hui, dans Planète B, on clôture notre cycle consacré à la climate fiction et au sous-genre post-apocalyptique avec notre invité, Mathieu Bablé. Salut Mathieu, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Blast. Merci à toi de me recevoir. Toutes tes BD personnelles, si on fait un focus sur celles que tu as intégralement scénarisées, dessinées totalement seule, donc on peut penser à La Belle Mort, Adrasté, Shangri-La et puis plus récemment Carbone et Silicium sorti en 2020. Elles ont tout à voir avec la notion de cycle et puis d'effondrement, recomposition du monde, qui est un thème éminemment post-apocalyptique, mais pas que. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as évolué sur ta manière de traiter ce sujet avec le temps ? Ouais. Alors, plus globalement, moi, c'est vraiment le rapport au temps long, déjà, qui m'intéresse et que j'écris dans chacune des BD. C'est-à-dire tout ce qui a trait à plus qu'une vie humaine. Et en ce sens, que ce soit dans La Belle Mort avec un monde où l'humain a disparu, Adrasté qui couvre une histoire sur plusieurs centaines d'années, et Carbone et Silicium qui le fait également. Il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse sur ce fait de représenter quelque chose déjà qui va déplacer l'humain de son petit point de vue personnel à quelque chose d'un peu plus global. Et ça me paraît intéressant justement pour pouvoir souvent évoquer des questions qui prennent l'histoire avec un grand H, qui vont englober l'humanité, plusieurs générations, etc. Donc, si on rappelle un peu le contenu, dans La Belle Mort, c'était une histoire d'affrontement post-apo dans dans les ruines de la civilisation thermo-industrielle, si on peut dire ça, enfin de la civilisation d'aujourd'hui. Oui, exactement. Oui. Donc, typiquement, dans La Belle Mort, on est sur un univers un peu excuse, parce qu'effectivement, il est question de d'apocalypse, avec des insectes géants, mais qui sont vraiment, en fait, une manière de détourner le sujet et de se focaliser du coup de un sur la psyché des personnages et puis sur un monde qui a cessé d'exister, qui a eu une existence à un moment. C'est ça qui est intéressant avec le post-apocalyptique, c'est-à-dire que déjà on base un récit sur les ruines de quelque chose qui a préexisté, en termes déjà rien que de construction mythologique d'un univers, c'est très très riche. Il y a beaucoup de choses qui vont donc passer par le décor, vraiment une espèce de narration environnementale qui donne toute sa saveur au genre. Et puis, parce que ça permet aussi d'ancrer l'univers dans un monde qui a vécu. Et c'est une dimension qui me paraît intéressante parce qu'en soi, elle est déjà très, très chargée en termes d'engagement, parce qu'elle est symptomatique d'une époque qu'on va décrire où l'âge d'or est passé. Enfin, tu vois, et moi, c'est toujours... C'est une espèce de sentiment qui m'a toujours habité, c'est de me dire que là, à l'heure actuelle, et au début de ma carrière aussi, on était déjà dans un monde où l'âge d'or était passé et on vivait pas dans un monde à la Mad Max, mais un monde où on était déjà post quelque chose. Et dans Carbone et Silicium, donc, qui est ton album le plus récent à ce jour, le dernier paru en 2020, si je me souviens bien. Ça. On avait cette idée de transition, mais qui s'est allée sur 300 pages à peu près, et également à peu près 300 ans, puisqu'on avait deux personnages principaux, donc, qui étaient des robots, qui voyageaient à travers le monde et à travers les 300 prochaines années du monde, avec tout un tas de turpitudes, on va dire, pour pas trop spoiler, mais en gros de grands changements, des effondrements, mais aussi des renaissances, etc., et qui eux-mêmes changeaient au contact de ce monde-là, quoi. Oui. D'où la notion de cycle que tu évoquais tout à l'heure. Effectivement, dans Carbone et Silicium, on suit des robots qui ne sont pas soumis aux mêmes affres du temps que les humains, donc sur un temps un peu plus long. Et ça m'intéressait de
de prendre la porte du post-apocalyptique, tout en essayant justement de montrer le pendant. C'est vrai que souvent on a le post, enfin on a avant l'apocalypse, après l'apocalypse, on n'a pas forcément le pendant l'apocalypse et tout ce qui va s'y passer, parce que c'est une évolution où finalement, enfin, je reprends l'exemple de Mad Max, on a une espèce de voix off au début qui va nous expliquer que la société thermo-industrielle s'est effondrée. On a une image une ou deux images de magasins en flammes ou que sais-je, quoi. Et puis voilà, on arrive après. Et le pendant est intéressant en fait dans le côté post-apocalyptique parce qu'il met en place les mécanismes de transition d'une société. Et ces transitions, c'est pareil, on les vit au quotidien. Et donc, du coup, dans Carbone et Silicium, sur ces 300 années, ça me permettait justement d'aller dans un futur que j'ai essayé d'être le plus crédible possible vers les changements qu'on nous annonce, nous. C'est-à-dire, en 2100, on nous annonce la montée des eaux, au mieux plus 2 degrés, peut-être plus 4 degrés. Et comment, du coup, mes personnages qui vont vivre ça, ils vont évoluer, comment la société va évoluer. Et ça permet, voilà, de prendre, d'aller jusqu'au post-effondrement et d'en prendre vraiment tous les chemins et d'être le plus didactique possible pour que ces chemins-là ils soient compréhensibles du lectorat. Et puis, avec l'idée aussi de réfuter un changement énorme, majeur et unique, qui serait justement un effondrement d'un coup à la Don't Look Up avec la météorite ou la comète, je ne sais plus, mais qui arrive sur Terre et qui détruit tout, mais plutôt une succession de grands bouleversements qui font que malgré tout, la vie continue, quoi. Oui. Et c'est pour ça qu'en fait, on a une telle inertie aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de se positionner sur des sujets qui viennent frapper à notre porte dans notre quotidien. Et pour autant, voilà, on est démunis parce que c'est pas, ça serait une attaque de zombies. Bon, bah voilà, on sait ce qu'on va faire. Loi martiale, les militaires, plus de gouvernement, que sais-je. Enfin, on a presque le mode d'emploi. Ouais, on a presque le mode d'emploi. Mais par contre, te dire que on va pas avoir pareil du jour au lendemain plus 4 degrés. Bah non, ça va monter progressivement. Et puis, on va avoir du coup des écarts de température énormes, des canicules, et puis la première canicule, la deuxième canicule, les canicules récurrentes. Et en fait, c'est pareil, nous, humains, on est appelés à s'adapter constamment, et c'est ce qu'on fait. Mais alors par contre, justement, être en capacité de se dire, malgré ce temps long et des changements qui sont, enfin même s'ils sont relativement rapides, mais quand même qui prennent des décennies, on est dans cette incapacité de réagir. Et c'est un peu ce que je voulais montrer avec Carbone et Silicium, quoi. C'est que finalement, il y avait l'apocalypse, en tout cas l'effondrement à la fin avait lieu et on en voyait les différents rouages qui menaient à ce moment-là. Et en même temps, donc pour moi c'est un album qui parle beaucoup de l'adaptation et de la... alors le terme de résilience est connoté et puis on l'utilise peut-être moins qu'à une époque, mais l'idée que justement oui la vie continue et puis qu'il y a quand même des gens qui vivent de ces époques-là et que c'est pas du jour au lendemain Mad Max, on passe de l'époque actuelle à Mad Max d'un seul coup. En même temps, ça va avec l'ouverture de Carbone et Silicium, c'est donc les droïdes qui arrivent à la vie, qui sont connectés, quoi, et puis qui commencent immédiatement par une blague à leur créatrice en disant on est là pour vous détruire, puis après ils disent non, on rigole, vous faites très bien ça tout seul, quoi. Et c'est une blague qui à la fois est drôle, mais en même temps qui est super grinçante. J'ai l'impression que peut-être il n'y a plus beaucoup de foi en l'humanité. Finalement, c'est les successeurs, c'est des robots, mais finalement, l'humanité, elle est appelée à disparaître, quoi. Alors, c'était compliqué de ne pas être trop pessimiste, parce que c'est pareil, au moment de l'écriture de Carbone et Silicium, il faut lire des bouquins et regarder des émissions sur justement les théories de l'effondrement, sur se farder les résumés du rapport du GIEC, etc., et s'apercevoir que c'est compliqué. Et donc, oui, il y a une tendance à se dire, waouh, l'humain est un peu foutu, mais en même temps, effectivement, le fait de passer par des robots, ça permettait de mettre aussi une distance et de laisser les humains faire leur vie. Et ce qu'on voyait à la fin, c'est que les humains, ils étaient toujours là. Enfin, les robots ne les avaient pas détruits. Et en l'occurrence, ce dialogue initial, c'était aussi pour désamorcer le trope classique du robot qui va détruire l'humanité. Ça, Connor. Et plutôt de montrer des robots qui en avaient rien à faire de l'humanité, parce que, non pas qu'elle était condamnée, mais qu'en tout cas, elle n'était pas dans une dynamique qui lui permettait d'être intéressante pour ces robots-là, quoi. Et c'est pareil, parce que ça m'intéressait toujours.
Pourquoi le robot il serait intéressé par l'humain si à un moment il acquiert une intelligence supérieure? Je pense qu'il se foutrait un peu de notre gueule parce que bon, objectivement, on voit que cognitivement en parlant, on est très très limité et justement dans Carbone et Silicium et par rapport au questionnement qu'il y a sur l'effondrement, en tout cas sur les changements, les bouleversements climatiques qu'on a, je pense qu'on est incapable d'en prendre la mesure dans leur globalité, tellement c'est quelque chose de complexe et tellement il y a des boucles de rétroaction de partout. Et donc c'était un peu moi mon idée, c'était de montrer des robots qui faisaient leur vie, alors avec leur propre cheminement et qui finalement se révélaient être humains par bien des aspects, notamment émotionnellement parlant, mais avec des humains qui, de leur côté, restaient un peu les singes un peu évolués qu'on n'a jamais cessé d'être, quoi. Mais en même temps, oui, comme tu le dis, les robots en question, ils sont donc Carbone et Silicium, c'est leur nom, et ils sont profondément humains, en fait. Pour moi, c'est plus des humains qui ont muté, évolué que autre chose radicalement que des humains, non? Oui. C'était pour aller un peu à l'inverse du transhumanisme qui nous veut robots. Et là, on avait des robots qui se transformaient en humains parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une note d'espoir à la fin du récit et pas montrer. Elle est un peu à contre-courant de Shangri-La, ma précédente bande dessinée, qui elle était une espèce de pamphlet anticapitaliste, mais très nihiliste dans son fond. Et là, de montrer finalement quels allaient être les outils qui allait aider l'humanité dans le futur à faire face à toutes les épreuves qui nous attendent. Et donc montrer ces robots qui étaient en train d'acquérir cette forme d'humanité et ces connexions qui nous aideront, nous, à un moment dans le futur, c'est pareil. Ça permettait d'avoir des robots qui étaient, comme de manière très classique, simplement les reflets de leurs créatrices et créateurs. Alors, tu parles de Shangri-La, c'est l'album qui t'a le plus fait connaître à ce jour. Je crois que c'est même ton plus gros succès. Si on parle commercial, c'est aussi le cas. Ouais, c'est kiff-kiff avec Carbone maintenant. Ouais. Ok. C'était effectivement un album dystopique avec un monde totalitaire. On ne va pas tout dévoiler, mais un monde totalitaire dans lequel il y a de la gronde politique et puis ça va vers une fin qui résout plus ou moins, enfin en tout cas qui remet à plat un certain nombre de choses. Carbone et Silicium, tu t'es un peu libéré de cette contrainte de faire du suspense avec des mécaniques de narration basées sur la révélation de secrets, des twists, etc., qui est un truc très classique en science-fiction aussi, le côté un peu mindfuck, on fait waouh, on s'attendait pas à tel truc, mais là t'es parti sur un truc finalement dans Carbone et Silicium, donc c'est combien, 4 ans après? Ouais. Donc 4 ans de travail, il faut se rendre compte aussi de ce que ça veut dire bosser 4 ans sur un album unique jusqu'à sa sortie. Finalement, c'est plus contemplatif et c'est des sauts dans le temps et une espèce d'errance comme ça. Pourquoi tu t'es émancipé comment et pourquoi tu t'es émancipé de cet impératif de suspense et de... En premier lieu, parce que pour moi, Shangri-La, c'est un album qui pour moi fonctionne sur bien des aspects, mais c'est aussi un constat d'échec vis-à-vis de moi, mon rapport à ce que j'ai envie de partager en tant qu'auteur de bande dessinée. C'est-à-dire, je fais de la SF et j'essaye de faire de la SF politisée parce que il y a forcément un message derrière, il y a forcément une volonté de faire passer des idées. Bon, et ces idées-là, j'essaye qu'elles aient le plus d'impact possible parce que à ma moindre échelle, j'essaye de trouver une utilité au quotidien au métier que je fais. Et c'est par ce biais-là que je me dis, oui, ça peut être utile si les messages que j'essaye de partager avec mes bandes dessinées, elles ont une réception auprès de mon lectorat. Et avec Shangri-La, là où je pense que je me suis trompé, déjà, donc c'est en écrivant une dystopie à une époque où on n'a plus besoin de dystopie. Vraiment, le côté mise en garde, j'y crois pas plus du tout. En tout cas pas sous la forme de la dystopie très classique et où il y a une lutte des classes et on va avoir les pauvres en bas qui luttent contre les riches en haut, etc. Je veux dire, on a eu des exemples. Je pense à la série Hunger Games, parce qu'il y a un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui en termes de dystopie et de lutte des classes est quelque chose complètement mainstream. Je suis pas sûr que ça ait fait changer la moindre mentalité vis-à-vis de ça. Et donc voilà, j'ai essayé. Quand on fait de la science-fiction,
faut essayer d'être à l'écoute du présent dans lequel on vit, quoi. Faut vraiment pas trop se dire, faut pas, essayer de se raccrocher aux branches de ce qui a déjà été fait, au risque de pas être pertinent ou au risque en tout cas d'être autant pertinent que l'écrivain qu'on admire et qui a écrit son bouquin dans les années 60 ou 80, quoi. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues et il y a beaucoup d'autres choses à raconter en science-fiction. Et Shangri-La, même si c'est sorti en 2016 et il s'était passé plein de choses, et il y avait plein de choses encore dont on parlait pas tant que ça. Voilà, il est, à mon sens, pas en accord avec son époque, ce que j'ai essayé de rattraper avec Carbone et Silicium, en mettant de côté justement le côté action ou le côté très justement pamphlet, le consumérisme c'est mal, mais même si c'est un peu plus développé que ça dans Shangri-La, mais toujours est-il, en essayant de passer quelque chose sur le côté contemplatif, le côté émotionnel, parce que justement, voilà, quand on fait de la SF, quand on a un message à faire passer, quelle est la bonne manière de le faire passer, et le faire passer premier degré, rentre-dedans, direct, est-ce que c'est efficace? J'ai pas de preuve que ça marche. J'ai pas de preuve que ça marche. J'ai pas complètement de preuve que ça marche pas, mais en tout cas, ça me paraît un peu plus inoffensif qu'essayer de prendre des chemins détournés et essayer d'avoir un récit un peu plus ambigu qui va faire appel aux émotions des gens et au côté sensible des personnages qui traversent des épreuves et qui font face aux difficultés qu'on nous annonce, nous, dans notre futur. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans un épisode précédent de Planète B sur Black Mirror. C'est que l'une des raisons potentielles du succès de Black Mirror, ça vient du fait de se contempler soi-même pris au piège d'une espèce de mécanique implacable, extrêmement cynique. Et en fait, ça provoque pas particulièrement ni de prise de conscience ni rien. On peut penser à Squid Game aussi, où on regarde ça en mode popcorn en disant à quel point on se fait avoir, quoi, pour rester poli. Oui. Et en fait, il n'y a pas de prise de... Enfin, ça ne soulève pas particulièrement de mouvement derrière pour aller lutter contre ce qui est dénoncé dans la série, quoi. Non, d'autant plus qu'après, tu as une série Netflix, une télé-réalité, je ne sais pas comment l'appeler, une émission, en tout cas, de divertissement calquée sur Squid Game. Donc non, clairement pas. Non, effectivement, alors c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, qu'il faut pas avoir un discours frontal. Et vraiment, la question de savoir si un jour ça aura son utilité ou pas, ou s'il faut que l'art ait une utilité ou pas, c'est pas à moi d'y répondre. Mais voilà, mais à mon échelle, en tout cas, j'essaye de faire en sorte que mes récits aient cette importance-là et soient en phase, avec les questions de société. Et sur Carbone et Silicium, il y avait donc cette idée de documenter, et c'est pour ça qu'on a des témoins oculaires que sont les robots du temps qui passe et des changements du monde. C'était de documenter les changements qu'on nous annonce de la manière la plus neutre possible, en montrant les côtés les plus terribles, mais aussi des beaux côtés, d'où le fait qu'on voyage dans le monde et que ces robots, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient au quotidien. Mais ouais, c'est hyper compliqué, je trouve, de faire de la science-fiction aujourd'hui. Enfin, à minima, j'aurais envie de dire qu'il faut qu'elle soit engagée, mais ça, c'est moi. Et encore une fois, il faut en tout cas que la mienne le soit, j'en ai vraiment besoin. Mais comment on fait pour que cet engagement, il se répercute, ou en tout cas qu'on ait l'impression d'avoir un moindre impact là-dessus. Et pour moi, aujourd'hui, la question, elle est du coup plus sur la mise en garde, elle est plus sur le côté engagement. C'est-à-dire que les récits, ils sont pas là pour mettre en garde sur un État totalitaire et limite fasciste qui arriverait et qui sera à nos portes, mais plutôt engagés sur des mécaniques du mouvement, sur comment on donne envie aux lectrices et aux lecteurs d'être en mouvement, de s'engager politiquement, ou enfin en tout cas pas dans le sens faire de la politique, mais dans le sens en tant que citoyen du pays dans lequel ils vivent, et comment on peut le faire via la fiction. Est-ce que tu es... je crois savoir et déceler que oui, mais est-ce que tu es lecteur toi-même de SF, et c'est quoi un peu les œuvres qui te guident là-dedans, ou que tu trouves... que tu apprécies particulièrement avec cette démarche-là, par exemple? Alors, c'est compliqué parce que oui, je suis lecteur de SF, et en même temps, je suis pas sûr que ça soit en lisant de la SF que moi, j'ai envie de créer de la SF. Mais oui. Alors, le dernier bouquin que je lis de SF, c'était... Non, tu vois, le dernier bouquin de SF que j'ai lu, c'était La Nuit du Faune. Et pour le coup, c'est pareil, c'est complètement dépolitisé comme bouquin. C'est un bouquin qui permet de donner, qui te donne une espèce de vertige métaphysique de science-fiction comme seul la SF peut le faire, mais qui va pas,
qui va montrer des grands mouvements civilisationnels qui s'éteignent, qui renaissent, etc., sans parler des mécaniques qui importent à l'individu, quoi. Et non, dernièrement, j'ai pas lu et vu grand-chose de SF qui m'a marqué, parce que finalement, je pense que c'est plutôt dans le quotidien, et notamment dans le militantisme quotidien que je vais aller puiser mes idées, et parce que c'est vraiment de l'information de terrain, quoi. Justement, encore une fois, alors même s'il y a de plus en plus d'autrices et d'auteurs qui pensent la SF, qui sont en train de la renouveler et qui essayent à la fois de mettre en garde et à la fois d'imaginer des futurs possibles, désirables, ou en tout cas des futurs de lutte, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, pardon. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand terreau pour faire de la SF, c'est justement la lutte, et la lutte, elle se fait au quotidien avec des gens qui défendent nos droits un peu partout en France ou dans le monde. Et pour ça, tu t'inspires plutôt on va dire, de penseurs et penseuses d'un point de vue livresque, enfin de philosophes ou de théoriciens, ou est-ce que c'est vraiment dans ton activité militante quotidienne? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Alors, pour répondre à la première question, c'est plus... non, c'est en regardant notamment des émissions, donc des gens qui ont théorisé sur le travail avec Bernard Friot, sur l'écologie avec Camille Etienne, sur la fonte des glaces avec Heidi Sauvestre, etc., quoi, et qui permettent justement de donner des clés de lecture sur quelque chose qui est très complexe, mais qui a des ramifications qui sont immenses, et qui donne envie d'agir. Alors, et à mon niveau, qui n'est pas suffisant, c'est celui du militantisme de base, c'est-à-dire c'est au moins aller dans la rue et manifester avec l'insuccès qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'on n'est pas écouté malgré le nombre grandissant de personnes qui marchent dans la rue, et avec cette envie de faire plus, en fait. Et justement, moi je me considère vraiment à la fois donc comme auteur de BD lambda et comme citoyen lambda qui se retrouve concerné et qui n'a pas baigné dans un milieu qui favorisait au militantisme, et qui pourtant a envie de plus en plus de s'engager. Donc, et encore une fois, pour moi, les deux sont liés, à la fois la fiction et à la fois le réel, le travail citoyen, quoi. Et comment les deux peuvent s'intensifier, comment les deux peuvent arriver à aboutir à quelque chose de productif et de constructif. J'ai l'impression que dans tes albums, il y a toujours une colonne vertébrale d'engagement, un truc vraiment fort, et ça se distingue aussi de pas mal de productions actuelles. C'est très politique, alors ça veut rien dire, c'est très politique, parce que ce qui se présente pas comme étant politique l'est quand même, évidemment. Mais en tout cas, c'est manifestement politique, peut-être dans tes derniers albums, Shangri-La et Carbone et Silicium en particulier. Mais en même temps, il y a comme une hésitation perpétuelle. Carbone et Silicium, c'est deux personnages qui ne sont pas d'accord sur grand-chose, finalement, qui partagent une relation étalée sur 300 ans, et puis qui ont quand même des routes parallèles, avec parfois des points de contact, pas si souvent que ça, même si l'album raconte essentiellement ça. Qu'est-ce que c'est que cette relation à l'ambiguïté, à l'ambivalence, et puis peut-être à l'hésitation dans les messages que tu veux véhiculer, dans la manière de le faire? Je pense que ça reflète ma propre hésitation, pas vis-à-vis de mon engagement ou de mon orientation politique, mais une hésitation vis-à-vis de la complexité du monde. Encore une fois, et ça rejoint un peu la question précédente, mais je me considère vraiment comme une personne lambda, vraiment, classe moyenne qui n'était pas engagé politiquement avant, qui fait face à beaucoup de bouleversements sociétaux, économiques et écologiques, et qui se retrouve dans une forme de pas de paralysie comme un lapin devant des phares, mais vraiment une incompréhension, c'est-à-dire waouh, le monde est extrêmement compliqué, ça prend du temps de s'informer, et même quand on s'informe, on ne sait pas trop quelle marche il faut suivre et vers quoi tendre.
Et c'est reflété par ces personnages-là qui sont dans leur ambiguïté entre leur volonté, entre ce qu'ils savent, entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'ils ont envie de faire, entre ce qui est raisonnable de faire et peut-être une pulsion plus de repli sur soi, notamment dans Carbone et Silicium avec un des personnages qui va essayer de se connaître lui-même plutôt qu'essayer de comprendre le monde. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est des questions du quotidien et c'est parce que comment dire, encore une fois, c'est pareil, je me répète, hein, mais le but, si le but c'est d'avoir un message et de le dispenser à un lectorat, c'est où on le dispense à des gens qui sont déjà convaincus. Eh ben, ils sont déjà convaincus. Si on le dispense à des gens qui vont lire et qui vont être vraiment très réfractaires, voire opposés à ça, enfin, de toute façon, c'est toujours très, très polarisé, les avis, et particulièrement aujourd'hui, quand on pense qu'il y a de la politique dans une œuvre, d'un coup d'un seul, voilà, on va être étiqueté, et si quelqu'un est de l'autre bord, bon, bah, il ne voudra pas en entendre parler. Et par contre, s'adresser à des gens qui hésitent, à des gens qui sont en questionnement, et qui potentiellement ont donc, ça va leur permettre de changer, ou en tout cas de s'interroger. Bah, moi, c'est peut-être le seul pouvoir que j'ai en tant qu'auteur de fiction, quoi. C'est aussi polarisé que ça, les retours. C'est soit des gens convaincus, soit des gens réfractaires. Il n'y a pas aussi des gens indécis ou qui ne s'étaient pas posé la question, qui lisent juste de la BD de SF par goût et qui se retrouvent face à un message politique presque, je vais dire par erreur, mais sans s'y attendre. Alors, je ne sais pas, parce que le problème, c'est que les messages qu'on reçoit, ils sont de base. Enfin, oui. C'est pareil, la majorité silencieuse, elle ne va pas se manifester. Donc, on aura probablement les messages ou d'un côté ou de l'autre et pas le milieu. Donc, si, probablement que ça existe. Et c'est juste, c'est pas ceux auxquels on a accès. Mais non, je sais pas. Encore une fois, c'est hyper compliqué. Je prenais l'exemple. Enfin, avoir un message, enfin essayer en tout cas de politiser un récit, c'est comme essayer d'argumenter à un repas de famille à Noël avec des gens qui sont pas du tout dans le même, en accord avec toi sur plein de sujets. C'est vain, c'est vain. Donc en fait voilà. Est-ce que ça a un impact à la fin? Tu l'espères, et puis c'est tout. Voilà, il y a juste l'espoir qui reste. Là, on parle beaucoup sous l'angle du discours de tes œuvres. On n'a pas abordé le côté dessin, alors que c'est quand même une part qui me paraît minima importante. Ouais. D'ailleurs, c'est le premier truc qui saute aux yeux quand on est face à une BD, c'est le principe de la BD et des arts visuels en général. Moi, j'ai été frappé par une préface que tu m'as envoyée en préparation de l'émission du livre de photos qui s'appelle Green Urbex de Romain Veillon, qui est paru en 2023, dans lequel tu parles des ruines, parce que lui, il fait des photos d'urbex, donc des ruines modernes, quoi, envahies par la végétation, en tout cas un certain nombre de fois. Et toi, tu disais dans ta préface, justement, une image que j'ai trouvée très belle, qui est que justement, en fait, les ruines, on les associe souvent à de la perte de vie, à un endroit qui serait délaissé et donc qui serait mort. Alors qu'au contraire, les images montrent un peu le contraire, c'est-à-dire souvent des endroits qui sont envahis justement par la végétation, parfois par des animaux sauvages. On peut penser aux images assez célèbres, soit du confinement, où on s'était rendu compte qu'il y avait des animaux qui n'avaient pas l'habitude d'être là, qui se retrouvaient à redécouvrir les villes à pas un peu hésitants. Ou d'ailleurs parfois pas du tout hésitant. Et puis aussi, on pense à la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui est connue depuis longtemps pour ça, puisque c'est une zone qui est complètement désertée par la vie humaine, et en fait où fleurit, en tout cas avant la guerre c'était le cas, fleurissait beaucoup de vie animale et végétale, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de cette idée qui pourrait paraître un peu paradoxale, quoi, d'une ruine qui est en fait un lieu d'explosion de la vitalité? Ouais. De manière générale, je pense qu'il y a un truc que j'aime bien dessiner, c'est la mélancolie. Enfin, tu vois, alors dessiner, la mélancolie, c'est un concept un peu étrange, mais dans le sens où dessiner des bâtiments qui ont vécu, c'est dessiner tout un potentiel de vie qui a déjà existé. Donc ça, je trouve ça vraiment passionnant, et c'est pour ça que j'aime autant dessiner les décors, parce que outre le fait que pour les lectrices et les lecteurs, ça permet une immersion dans un monde que je trouve extrêmement fort, des décors qui ont vécu, qui sont abîmés, qui sont pas parfaits, ça simule en fait des décennies, des centaines d'années
d'années d'existence. Et potentiellement, donc du coup, toutes les personnes qui ont vécu à côté dans ces bâtiments, dans ces lieux-là. Donc déjà, je trouve que ça confère un aspect très mélancolique du temps qui a passé, et ce rapport au temps, il m'intéresse beaucoup. Et en plus, c'est vrai que le retour à la nature, il y a un peu cette image d'Épinal, enfin voilà, on est à la campagne, etc. Et moi, ce retour à la nature, à quelque chose de moins artificiel, j'aime beaucoup le voir dans les milieux urbains. Les milieux urbains, ils sont très aseptisés de cette nature, où la nature est extrêmement contrôlée. Et on voit aujourd'hui que ça nous pose problème. En plus, de manière très, très factuelle, les endroits les plus bétonisés, c'est les endroits qui retiennent le plus la chaleur en été. Et on en vient à se dire comment on peut débétoniser, comment on peut essayer de planter des arbres, etc. Et l'étape suivante, à mon sens, c'est ça. Enfin, j'adore le dessiner, mais même le conceptualiser, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est ce qu'on voit avec les bâtiments que les gens qui font de l'urbex visitent. C'est un moment des lieux qui reprennent vie, qui se débétonisent, où finalement une forme de vie où l'humain n'est plus au centre, où on prend en compte les animaux, les insectes, la végétation. Ça peut être intéressant. De toute façon, l'humain qui se décentre de lui-même, ça a été dès la Belle Mort, dès mon premier livre, quelque chose qui m'intéressait d'explorer, parce que ça permet d'être un peu humble, enfin voilà, vis-à-vis de notre condition, vis-à-vis de nos attentes dans le monde et de notre responsabilité justement vis-à-vis du monde. Et donc voilà, c'est un thème que j'adore dessiner, et qui en plus, je trouve, a vraiment de plus en plus de sens aujourd'hui. Et en même temps, il me semble que tu es connu comme un dessinateur d'architecture avec des points de vue, des lignes de fuite incroyables, des immeubles ultra détaillés avec tous les fenêtres, etc., qui partent à l'infini, etc. Dans Shangri-La, il y avait aussi la station spatiale qui offrait des points de vue incroyables. Et en même temps, tu mets souvent ça en regard, donc ces décors extrêmement construits, avec très ligne droite, tu dessines à la règle, il me semble. Ouais. Donc, ces éléments très, très finalement symétriques et très artificialisés, artificiels en tout cas, tu les mets en regard de décors naturels qui, pour le coup, semblent, en termes de dessin, plus libres, plus lâchés aussi. Et en même temps, tu contestes pas la beauté des deux, quoi. Dans Carbone et Silicium, c'est toujours beau, en fait. Les pages sont toujours belles, que ce soit au fin fond d'une ville ou d'une décharge, comme c'est le cas dans certaines pages, ou au bord d'un volcan dans le désert ou autre, quoi. Oui. Alors, ça, c'est mon côté un peu naïf, mais j'aime l'aspect contemplatif des choses. C'est un truc que, alors pour le coup, je pense en plus, c'est la bande dessinée où c'est les lectrices et les lecteurs qui maîtrisent le rythme de lecture. C'est vraiment propice à la contemplation, parce qu'on peut s'arrêter sur une case et y rester. Et cet aspect contemplatif de chercher le beau un peu en tout. Alors je sais d'où ça vient. Ça vient des films d'animation de Miyazaki, où quoi qu'il montre, il arrive, et ses personnages eux-mêmes arrivent toujours à trouver le beau un peu n'importe où, quoi. Et c'est, enfin, pour moi, cette espèce de mentalité japonaise, en tout cas, qu'on retrouve dans la filmographie de Miyazaki, je pense que voilà, ça m'a bercé étant gamin, et ça se retrouve ensuite dans mes productions. Mais c'est quelque chose qui me paraît primordial. Ce rapport à la contemplation, c'est aussi ce que j'essaye de faire. C'est un rapport au temps différent, qui est moins speed. Enfin voilà, prendre son temps un petit peu, c'est cool, hein. Enfin, dans notre quotidien hyper stressant à tout le monde, hein, et à moi-même aussi, hein. Mais c'est essayer d'être dans la contemplation des choses. C'est pareil, c'est s'inviter soi-même à se décentrer par rapport à nous, quoi, et puis regarder un peu ce qui nous entoure. Alors voilà, c'est très ça fait grande phrase philosophique, mais c'en est pas. C'est juste au quotidien, essayer de laisser un peu plus de place à ce qui nous entoure. Tu parlais de mélancolie. C'est vrai que ça ressort souvent à la lecture de tes BD et dans le discours qu'en est fait aussi autour. Alors bon, ça t'appartient pas, le discours que les gens en font. Mais c'est une forme de nostalgie ou de mélancolie qui imprègne un peu tous tes albums. Adrasté, c'était un de tes albums plus anciens. C'était aussi une sorte d'errance très, très mélancolique, pour le coup, sur le temps qui passe. Et en
En même temps, souvent, et souvent c'est le cas avec le post-apocalyptique, on a tendance à se méfier du côté nostalgique du monde d'avant parce qu'on peut le taxer d'être un peu réac. Le côté avant c'était mieux et tout s'est effondré, quoi. Et en même temps, avant c'était pas forcément mieux. Avant c'était aussi un monde qui avait énormément de problèmes et qu'on connaît aujourd'hui largement, en fait, tous ces problèmes. Donc, question pas forcément facile, mais est-ce que c'est contradictoire ou est-ce qu'on peut être nostalgique ou mélancolique sans être réac? Déjà, j'espère, je ferai la distinction entre mélancolique et nostalgique, justement, et je me revendique plus d'être mélancolique que d'être nostalgique, parce que la mélancolie, on peut avoir de la mélancolie pour le futur aussi, enfin, tu vois, alors que la nostalgie, par définition, c'est plus compliqué, dans le sens où c'est pas une mélancolie d'un temps fantasmé, c'est plus une mélancolie du changement. Parce que le changement, il est inhérent à nos sociétés, aux récits que j'écris. Et dans ce changement, le temps qui passe, il est implacable. Et pour autant, j'espère que mes personnages, vis-à-vis de ça, ils vont quand même de l'avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée de mélancolie face à quelque chose qui n'est plus, mais aussi d'une envie, j'espère en tout cas, d'aller vers quelque chose qui sera. Et en termes de démarche science-fictive, il y a aussi cette idée de un peu passer le flambeau aux générations d'après. Ça revient quand même régulièrement dans tes œuvres. C'est, je ne vais pas dire lesquelles pour ne pas spoiler encore une fois, mais ça revient en tout cas souvent, l'idée que les générations futures sont condamnées, ou en tout cas se retrouvent condamnées à prendre la suite, en fait, et qu'elles le veuillent ou non, dans des circonstances qu'elles auraient peut-être voulu différentes, mais en tout cas... pour toi, c'est une preuve de confiance accordée, une confiance accordée à la suite, en fait? Ouais, déjà, avant d'être une confiance, c'est un constat que, par définition, les générations suivantes, elles seront maîtres de leur univers au moment où... quand elles arrivent, quoi. Et alors c'est, je trouve, un des messages importants, et c'est moi probablement le message que je préfère distiller dans ce que j'écris en SF aujourd'hui, à savoir faire confiance aux générations futures. Moi, le côté générationnel, c'est quelque chose qui me passionne, que j'aime traiter dans mes œuvres, parce que c'est un peu ce constat que chaque génération va être un peu meilleure que la précédente, et je trouve que ça se retrouve, en termes de progrès sociaux, en termes d'inclusion, on fait que progresser, et c'est pas encore fini, il y a encore plein de combats à mener, mais pour autant on va au moins dans ce sens-là dans la bonne direction, en tout cas à mon sens. Et en science-fiction, c'est pour l'instant en tout cas un peu la thématique que j'aime le plus distiller dans ce que je suis en train d'écrire, parce que pour moi c'est un peu ce qui est le primordial aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a un vrai fossé générationnel qui se creuse sur la question justement écologique aujourd'hui, sur la question d'urgence écologique, et il y a vraiment deux mondes qui s'opposent, et je sais clairement de quel côté moi je souhaite me diriger, et c'est vers le côté des personnes qui arrivent dans un monde qui est déjà bousillé et qui vont devoir faire ce qu'ils peuvent pour en sortir, plutôt que dans un monde de personnes qui préfèrent s'accaparer des privilèges qu'ils avaient déjà pour surtout pas les perdre, et surtout pas remettre en question ce qui a existé et ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc les générations futures, c'est une thématique de science-fiction qui me paraît primordiale. Et en même temps, c'est vrai que c'est une idée que je trouve très belle, l'idée que chaque génération finalement fait mieux ou essaye de faire mieux que la génération d'avant. C'est pas un truc qu'on entend si souvent d'ailleurs. Est-ce que tu te reconnais dans les appellations, alors qui pour l'instant ont peut-être du mal à recouvrir une réalité, on a du mal à avoir un corpus d'œuvres précis pour savoir exactement si ces courants existent ou si c'est des étiquettes plutôt déclaratives, mais qui sont le solar punk ou le hope punk, qui sont des courants supposés, ou en tout cas des mouvements de SF qu'on cite parfois pour dire c'est des manières de créer, de réenchanter le futur, et y compris sans dénigrer ou sans minimiser les épreuves qui peuvent avoir lieu dans un futur plus ou moins proche. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ces courants, ils ont existé, ils sont apparus, et ils ont eu des détracteurs avant même qu'il y ait une véritable production qui commence à émerger,
Et de telle sorte que là, et je pourrais pas citer de titre, c'est couillon, mais j'ai je crois 2 bouquins chez moi de Hope Punk qui dans leur 4e de couverture, en tout cas, expliquent que effectivement la société est arrivée dans un monde idéal et pour autant qui ne renie pas les difficultés pour y arriver ou les difficultés pour continuer à être dans ce monde idéal. Donc, je n'aurais pas de critique à émettre sur ce mouvement dont je connais pas encore assez les limites et où je pense que les autrices et les auteurs qui bossent dessus ont suffisamment de recul et pour pas créer une image paradisiaque, une utopie qui ne verrait jamais le jour et qui occulte les luttes pour y parvenir. Pour autant, je pense pas trop que ce soit un genre dans lequel j'ai envie, là, à un instant T, de m'inclure, dans le sens où, pour moi, enfin en tout cas, la SF qui m'intéresse le plus, justement, aujourd'hui, c'est la SF de la lutte. C'est celle qui crée du mouvement, qui crée de l'engagement chez le lectorat et qui va lui donner envie de se battre pour un futur qui se délite progressivement. C'est plus une littérature du mouvement et puis du chemin pour y parvenir que de la destination, quoi. Parce que l'après, on l'a documenté, on parle de post-apocalypse, pardon. Donc l'après, on le documente, l'avant, on est plus ou moins dedans, et le pendant, quand on arrive à l'imaginer, ce qui n'est pas évident, parce que c'est justement mettre en intrication plein de choses très, très complexes et parler de gens qui se mobilisent pour ça. C'est une SF qui me parle beaucoup. En même temps, alors c'est une contribution que tu as fait au livre collectif qui s'appelle Bouchée double. Ouais, qui est paru, je crois que c'est aux éditions Kéribus en 2023. Oui. Tu proposes une vision sur le thème de je crois que c'est la nourriture du futur. Tu proposes une vision finalement donc de la ville contemporaine réinvestie par la nature, etc. On a des briseurs de béton qui sont un peu les personnages principaux. Alors c'est une BD très courte, mais c'est un peu ces personnages-là qu'on va suivre sur les quelques pages. Et qui sont en fait avec des marteaux-piqueurs ou des pioches, en train de casser le béton des routes pour permettre à l'herbe de revenir, etc. Et malgré le fait qu'on a ces immeubles haussmanniens envahis par la végétation très typique, on va dire, post-apo, malgré ça semble être un monde assez heureux dans lequel on a la gratuité, on a de l'entraide, on a une répartition des tâches qui semble assez fluide et c'est pas un truc survivaliste du tout, c'est une petite pastille de futur qui finalement est une sorte d'effondrement ou de post-effondrement heureux malgré tout. Oui. Disons que c'est une injonction à ce que ce post-effondrement il soit heureux dans la mesure qu'effectivement le côté survivaliste il est pas intéressant. Enfin clairement, en tant que fiction, je comprends en quoi il est intéressant. Je sais pourquoi il m'intéresse pas moi en tant que finalité. Ouais. Par contre, il y a cette envie de se dire. L'effondrement, s'il est là, comment tu construis les choses, quoi. Et il y a plein de choses. Et là, pour le coup, on peut s'inspirer d'énormément de choses. Et là, en l'occurrence, sur donc Bouchée double, cette histoire très très courte qui traitait de et comment on se nourrira dans le futur. On s'aperçoit que se nourrir dans le futur, et principalement en ville, c'est déterminant. C'est déterminant au regard de l'accès à la nourriture, à l'accès à une nourriture saine, accès à une nourriture qui viennent pas de l'autre bout du monde, et en même temps bien manger, c'est éminemment politique parce qu'il faut des pouvoirs publics ou des institutions pour enjoindre les gens à bien manger. Et ce que je montre dans cette BD, finalement, c'est tous les cercles d'entraide qui sont déjà à l'œuvre aujourd'hui, qu'on a vu énormément pendant le Covid, je trouve, qui était un moment assez intéressant, justement, sur ce que ça a développé des gens et sur l'entraide qui s'est créée. Moi, je me souviens des gens qui tricotaient des masques pour le personnel hospitalier qui en manquait, par exemple, des trucs comme ça, quoi. Et finalement, la recette, c'est ça, du futur tel que moi je l'imagine, c'est l'effondrement et l'entraide. Et puis on fait avec les deux et on essaye, pour revenir sur une question précédente, de trouver du beau même dans le laid ou en tout cas dans le difficile à vivre. Tu considères que c'est un devoir de créer du futur heureux en fiction aujourd'hui ?
Non, non, non. On peut pas mettre devoir et art collés l'un avec l'autre de toute manière parce que non, c'est pas le but de l'art. Et mais je dirais que c'est un devoir quand on fait de la SF d'arrêter de se baser sur les écrits d'avant et par contre de faire un petit peu de prospective pour imaginer des futurs crédibles et si possible en apportant une solution parce qu'autrement c'est un peu trop facile. Enfin, scénaristiquement c'est facile de trouver des raisons pour que ça se passe mal. Alors trouver des raisons pour que ça se passe bien, voilà, faut cogiter un peu plus. Oui, poser les questions, mais aussi apporter les réponses. Ouais, c'est important. La SF, par définition, ça peut pas être un genre de la réaction. Enfin, tu vois, et ça l'est beaucoup trop souvent, je trouve. Et encore une fois, je l'ai fait aussi avec Shangri-La. C'était une SF de réaction, quoi. Bah non, c'est pas intéressant. Tu nous as fait le cadeau de planche originale de ta BD en cours de dessin. Tu es en train de finir l'ancrage, c'est ça ? C'est ça, ouais. À diffuser, donc on va faire en sorte de les diffuser en même temps par la magie du montage, en même temps de la conclusion de notre échange. Donc ça va s'appeler Silent Jenny, ça va être publié au label 619 et rue de Sèvres. Ouais, c'est bien ça. Et est-ce qu'il y a une date déjà ? Oui, août 2025. Août 2025, donc on va attendre ça avec beaucoup d'impatience. Est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi ça va parler ? Quels sont les enjeux pour toi de cette histoire ? Oui, bien sûr. Disons que justement, c'est toujours dans cette réflexion et ce cheminement de comment faire de la SF pertinente et de la SF qui s'inscrit dans son époque. Silent Jenny, ça va raconter l'histoire d'une scientifique qui, dans un monde où il n'y a plus d'insectes pollinisateurs, qui doit retrouver les dernières traces ADN d'abeilles pour pouvoir essayer de les cloner et faire en sorte que le monde d'avant redevienne notre monde, le monde présent de l'héroïne. Et voilà, ça part un peu de ce constat-là qu'il y a une volonté pour le personnage principal, au départ tout du moins, d'essayer de retrouver le monde d'avant. Comment on répare un monde abîmé. Et toute mon envie, justement, dans ce livre, pour l'instant, je ne m'avance pas trop parce qu'il n'est pas encore sorti, mais en tout cas, c'est de montrer que non, on peut vivre avec l'effondrement et il faut créer avec l'effondrement. Il faut créer des structures, il faut créer de la collectivité, il faut créer du lien avec l'effondrement. Parce que c'est littéralement ce qu'il faut faire, nous, aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est vraiment et donc, donner envie de créer du lien, c'est un peu le message que j'ai envie de faire passer en SF aujourd'hui. Ce qui est beaucoup plus vague que être contre le consumérisme ou faire attention au transhumanisme et aux intelligences artificielles, mais plutôt, donner envie de créer un concept un peu vague, ça me paraît intéressant. Oui, donc on a hâte de découvrir ça. Moi, si j'ai bien compris, si ça sort en août 2025, c'est qu'il te reste un an, même plus d'un an de colorisation devant toi. Oui, c'est ça. En gros, je mets une petite année pour faire le scénario, 2-3 ans pour faire le dessin, et puis 1 an pour faire la couleur, quoi. Mais comme c'est des albums toujours très, 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 très longs et que je suis très, très lent, ça prend du temps. Très bien. Merci infiniment d'être passé par la planète B. Et puis, on attendra la suite avec impatience. Merci, Antoine. Nous voici arrivés au terme de cet épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Comme vous le savez déjà, Blast dépend en grande partie de vos dons pour maintenir à flot son indépendance et notamment vous offrir ce genre d'entretien long qu'on espère approfondi. Pour nous aider à continuer, vous savez quoi faire. Merci infiniment de votre soutien et à la prochaine.